on parle. Et dans ce roman, Hélène décrit, à mon sens, très bien les relations qui peuvent exister au sein d'une famille de cyclistes. Donc, nous allons sans plus tarder écouter le point de vue de M. Monfray sur le livre Juste la vue du surlendemain. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors je ne suis pas venu ici en censeur, ni en professeur, ni en spécialiste de la littérature. Je suis simplement présent en tant qu'amoureux de la lecture, donc lecteur, et surtout lecteur de nos auteurs, de nos jeunes auteurs. Et je félicite Hélène pour son travail. Je sais qu'elle a aussi beaucoup travaillé dans le domaine du cinéma. Donc elle se lance au niveau de la littérature et c'est très bien. Et bien sûr, Madame Gora m'a sollicité en tant que cycliste, parce que c'est un roman qui évoque le cyclisme. Et donc j'ai accepté volontiers de jouer le jeu. Donc j'ai proposé effectivement de commencer un petit peu les débats, de lancer un peu la soirée par un peu ce que j'ai compris déjà au niveau de l'histoire, qui est très complexe. Il y a beaucoup de rebondissements et donc je me suis promis effectivement d'y mettre un peu d'ordre rapidement. Alors, cette histoire, il s'agit de Calixte Desjans, coureur cycliste depuis 1 an, qui en fait a un ennemi. Cet ennemi, c'est le cycliste Damien Deltor. Calixte veut protéger et venger son père. Donc, pour ce faire, il met en danger, et de côté, il néglige ce qu'il aime, c'est-à-dire en tout premier lieu sa femme Nathalie et son fils Georges. Afin de mener à bien son projet et de venger l'honneur de son père humilié par le coureur Damien Deltor lors du Tour de la Guadeloupe 2001, Calixte décide, malgré les conséquences dévastatrices que pourrait générer un tel projet sur sa santé et sur l'équilibre de sa famille, de participer au Tour de la Guadeloupe. Moins que de vouloir gagner ce tour, son but est de devancer Julien Deltor, le fils de l'arrogant Damien. Est-ce que vous suivez? Ça va? Très bien. Alors, dans cette histoire, effectivement, nous avons plusieurs personnages qui ressortent, qui sortent du lot. Je vais juste vous les décrire rapidement, en quelques mots. Tout d'abord, il y a Georges. Pour moi, c'est le héros de l'histoire, incontestablement. Georges, donc, qui est appelé affectueusement Ticogan, il a 15 ans. C'est le fils de Nathalie et de Calixte. Georges est un artiste peintre précoce et c'est l'implacable narrateur de l'histoire familiale. Jeune effronté, observateur, artiste extra-lucide, exigeant et sensible. Deuxième personnage, c'est notre cycliste, Calixte Desjans, dit Dlo. On l'appelle pas, Georges l'appelle Papa Dlo. D'ailleurs, Calixte, ça me rappelle le coureur de l'EDS, du Gosier, que vous ne connaissez certainement pas, qui s'appelle, parce qu'il est toujours parmi nous, Calixte Coyer, dit Mimi Coyer, qui était un champion de l'espoir du Sud du Gosier. Je ne sais pas si tu as eu cette information, mais bon, quand j'ai vu Calixte, je me suis dit peut-être qu'elle a été inspirée par ce coureur, ce grand champion des années 60. Donc il s'appelait effectivement Calixte Coyer. On l'appelait Mimi, pas de l'eau. Alors, donc, Calixte est plombier de son état. Vous voyez
un ouvrier, un artisan, asthmatique, et qui n'est pas coureur cycliste, disons, de base. Un bon mari, un bon père de famille, dont l'existence se trouve bouleversée par une quête de réhabilitation, comme une sorte de dette de sang qu'il s'est fixée pour récupérer l'honneur perdu de son père Jean-Louis. Sauf qu'il découvre sur le tas que Jean-Louis et ses aventures n'étaient que fake news, comme on dirait aujourd'hui. Enfin, on en dira plus après. Jean-Louis, donc le troisième personnage clé, qu'on appelle à la fin du roman Papy Madé, parce que au départ, il n'a pas de surnom, tout le monde l'appelle Jean-Louis. C'est en aide à Ziébry. C'est le père et le grand-père des deux personnages précédents. Donc le père de Calixte et le grand-père de Georges. Il est divorcé de Myriam, dite Cisane. Jean-Louis, c'est un gauchon, un taiseux, taciturne, qui entretient avec une certaine volupté, le secret de son véritable rôle au Tour cycliste 2001, de la Guadeloupe 2001. Le narrateur, Georges, le qualifie successivement de parvenu, de flemmard, de mythomane ou de procrastineur, un terme aujourd'hui de plus en plus utilisé. Le petit-fils qui traite son grand-père de flemmard. Bref, voilà. Donc vous voyez un peu déjà l'ambiance. Alors enfin, notre personnage clé de ce roman, qui a une belle figure également, c'est Nathalie, qu'on appelle Kenneth. Donc c'est la femme de Calixte et la mère de Georges. Mère attentive, femme amoureuse, meurtrie par la véritable torture vécue par son mari Calixte, plus soucieux de venger l'honneur de son père sur les routes du Tour cycliste que du sort de sa famille proche. Nathalie est déchirée. Nathalie est déchirée entre le soutien qu'elle se sent obligée de porter à son époux et l'aversion qu'elle ressent pour son beau-père, dont elle connaît la perversité. Voilà, donc le tableau est brossé. Je ne sais pas si si je suis d'accord avec ça. Eh bien voilà, donc un roman très intéressant avec des personnages une forte personnalité et c'est explosif. Voilà. Chapitre 1, le prologue. Je suis sur le point de voir mon père se surpasser dans un domaine qui lui était inconnu il y a à peine un an. Je n'entends pas mes yeux. Il est 13h30 et je suis au prologue du Tour de Guadeloupe, entouré par une foule enthousiaste. Les coureurs se préparent, ajustant leur casque et vérifiant leur vélo une dernière fois. Et moi, je suis figé derrière les barrières de sécurité avec stupéfaction. C'est le prologue. Il y a plusieurs départs au contre-la-montre qui s'enchaînent avec quelques minutes d'intervalle sur une courte distance. Ma mère, Nathalie, est debout derrière moi et me tient l'épaule gauche. Elle se tient là, derrière moi, silhouette élancée. C'est très délicat, marqué par une expression de préoccupation profonde. Sa peau, d'un riche éclat chocolaté, semble capter la lumière, mais ses yeux, larges et brillants, trahissent une ombre de doute et d'anxiété. Ses cheveux, crépus et volumineux, encadrent son visage avec une touche de désordre qui reflète son état d'esprit troublé. Tu devrais crier le prénom de ton papa pour l'encourager, Georges, cria-t-elle dans mon oreille à cause du brouhaha qui nous entoure. Pourquoi faire? Il connaît bien son prénom, non? Elle cherche alors mon regard pour que je voie qu'elle me dévisage. Elle s'indigne. Égaye ça! Cela fait peut-être de moi un mauvais garçon, mais j'aime bien provoquer ma mère. Je trouve ça amusant de la voir démarrer au quart de tour, lever ses yeux au ciel en posant son index sur sa bouche et se lancer dans une courte et profonde réflexion. Je me rappelle un soir, à un âge où je commençais à prendre conscience des choses.
Elle est venue me parler avant que j'aille me coucher. Écoute, je sais que tu fais des bêtises et que parfois tu cherches à me provoquer. Et je veux que tu comprennes que je suis là pour t'accompagner, pas pour te crier comme le faisait ma mère. Je préfère qu'on discute et qu'on trouve ensemble des solutions plutôt que de tomber dans un cercle de reproches. Même si ton père connaît son prénom, elle prend une pause et m'affiche un sourire forcé. Mais c'est pour montrer ton soutien, répète-t-elle, en se penchant un peu plus près pour que je puisse bien l'entendre. Cela lui fera plaisir de savoir que tu es là, que tu l'encourages. Je regarde mon père sur son vélo et je sais qu'il donne tout ce qu'il a. Mais crier son prénom devant toute cette foule me semble un peu étrange. J'ai toujours été plus réservé. Allez, juste un petit cri, pour la forme, insiste-t-elle, levant les bras en l'air pour m'encourager. Je soupire. Un mélange d'embarras et d'excitation. Peut-être que cela ne peut pas faire de mal. Je prends une profonde inspiration. Allez, Calix, criai-je finalement, ma voix se perdant dans les bruits des spectateurs. Je vois mon père tourner la tête vers moi, un sourire s'estirant sur son visage. Mon cœur se gonfle de fierté. Peut-être que crier son nom n'est pas si mal après tout. Voilà, c'était pas si difficile, hein, me lance-t-elle avec un clin d'œil. Je souris, sentant l'énergie de la foule m'envahir, me poussant à me joindre à l'enthousiasme ambiant. Allez, papa de l'eau! Me surprends, j'ai crié à nouveau, cette fois avec plus de conviction. Je me retourne alors pour montrer ma joie à maman Kenneth, et je me mets à l'examiner. Son regard errant, parfois fixé au loin, trahit ses pensées tourmentées. Ses sourcils légèrement froncés ajoutent une intensité à son expression, comme si elle pesait des préoccupations qui l'accaparent. Elle porte une tenue simple mais élégante, une robe fluide aux vives couleurs. Mais à la beauté de cet ensemble ne parvient pas à chasser l'inquiétude qui l'habite. Alors qu'elle se mordit doucement la lèvre inférieure, un léger tremblement de ses mains témoigne de son malaise intérieur. On peut presque entendre le battement rapide de son cœur dans le silence ambiant. Chaque mouvement qu'elle fait empreint de précaution, comme si elle cherchait à éviter de déranger une situation déjà délicate. Dans son attitude, on peut sentir une force tranquille, une résilience qui lutte contre l'anxiété. Mais pour l'instant, les incertitudes l'engloutissent. Flo, mon papa se tient sur la ligne de départ, le cœur battant à tour. C'est son tour. Il s'appelle Calixte, mais dans la famille, tout le monde a un surnom. Flo, un petit clin d'œil à sa manière de rester impassible même dans les moments les plus intenses. Pourtant, en ce jour particulier, son cœur s'emballe comme jamais. Nous ne sommes pas nombreux, donc nous allons la soirée va se dérouler de façon participative, si vous le voulez bien. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à exprimer par rapport à ce qu'il a entendu du premier chapitre? Qu'est-ce que ce premier chapitre vous a inspiré? Est-ce que cela éveille chez vous des situations connues, des situations imaginaires par rapport au monde du cyclisme? Est-ce que M. l'huissier aurait quelque chose à dire déjà sur cette première partie? Oui, sûr. Merci beaucoup d'abord. Merci beaucoup de votre invitation et merci au cœur de m'avoir invité. Alors cette fois-ci, je suis disponible. Désolé, Président. La fois d'avant, on avait eu. Alors vraiment, ça me rappelle quand même, les fois on départ sans catastrophe, s'occuper de mon père. Et ça a bien été bon quelques temps avant. C'est beaucoup d'inquiétude. Alors, pour ce premier chapitre, moi, ce que je trouve déjà intéressant, c'est cette a priori insouciance. On trouve un gamin tellement taquin, extrêmement dans une attitude d'opposition, avec une attitude effrontée évidente. C'est-à-dire qu'il sait bien que ça blesse, il sait bien que ça bouscule sa maman, mais il le fait quand même. Alors c'est aussi cette relation avec les ados, c'est-à-dire que cette espèce d'attitude un peu d'être toujours dans une provocation, vous pouvez attendre, là voilà. On a le sentiment, pour ça d'ailleurs on l'appelle l'âge belle, on est sur qui ne comprennent rien qu'on leur dit. Donc
Donc là, notre premier chapitre, en tout cas, moi, ce qui m'a marqué, c'était une discussion sur, on verra évidemment comment le personnage a évolué. Alors c'est vrai que quand il y a eu des éléments sur le personnage, mais je crois que ce qui est intéressant, c'est son évolution au fur à mesure de l'ouvrage. Donc voilà, pour l'instant, je retournerai sur le suivant. Je crois que François. Pas de questions? Nous allons passer au... S'il y en a une, on va. C'est pas une question, c'est juste pourquoi ce choix de ce sujet, pourquoi ce choix de livre? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ce choix de cyclisme? Alors, j'ai décidé de faire ce livre autour du cyclisme parce que, alors, tout d'abord, j'ai commencé par dessiner mes personnages et ce que je voulais faire à travers leur évolution et les interactions qu'ils avaient entre eux. Et quand j'ai commencé à l'écrire, à le concevoir, je me suis rappelé de quand j'étais plus petite, j'allais avec ma famille regarder le Tour de la Guadeloupe. On allait encourager les cyclistes. Je criais, on me disait d'arrêter de crier comme ça. Donc, quand en fait, ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit, en fait, bingo, parce que là où je veux aller avec mes thématiques et mes personnages, et bien, ça collait. Donc, voilà. C'est une manière aussi de se rapprocher beaucoup plus pas la réalité, mais du public je sais pas comment expliquer ça. C'est un rapprochement aussi de la famille, du vécu de la famille. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé qu'avec le cyclisme, c'est juste vraiment le fait d'avoir un objectif. Et que c'est un objectif que je pense tous les Guadeloupéens peuvent comprendre, parce que c'est rentable au Guadeloupe. Donc, automatiquement, je me suis dit, c'est ce qu'il faut que j'exploite en fait. Voilà. Elle est importante finalement vis-à-vis de son fils, mais aussi
fait. Oui. Malgré tout, elle est présente et se soutient pour autant. Donc, je pense que c'est ça. Merci. C'était de la famille. Merci beaucoup. C'est pas une question, c'est un rapport à la lecture. En fait, je trouve ça très touchant et très immersif. Donc on a envie d'avoir la suite déjà. Vraiment, parce que les bases sont posées. Au siècle préambule de monsieur. Les bases sont posées et puis c'est vrai qu'on a en très peu de mots le fondement psychologique de Georges. Donc c'est l'algèbre, on peut voir ça comme ça. Donc, où effectivement il y a une opposition, effectivement l'adolescence, c'est toujours des. Enfin, l'adolescence, toujours des avis tranchés. On s'y connaît la vie. Donc du coup, de là, parler sur l'ampleur comme ça, bon, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que de par l'approche de, effectivement, comme l'a dit madame, de par l'approche de la maman, ben, l'adolescent, même si dans l'opposition, il s'est laissé convaincre par la maman et il s'est découvert. Parce qu'il a, oui, c'était honteux de dire ça à quoi, de dire, il connaît son prénom. Ça sert à quoi? Et puis quand il s'est lancé, qu'il a vu le regard de son père, ça l'a rempli. Et donc il s'est laissé aller, donc on voit même de par là en fait comment limite après on devient adolescent quelque part. Et j'ai bien aussi aimé le regard qu'il a sur sa mère, parce qu'il voit quelque chose derrière mais il ne sait pas encore quoi. Et de par l'approche de sa mère envers lui, c'est que c'est comme une maman en fait qui désire être des mamans suffisamment bonnes, comme on disait, pas de parents parfaits, qui font de leur mieux. Et donc par rapport à ce qu'elle a vécu de par sa mère, elle a dit bon, je ferai différemment. Donc c'est aussi ça le côté réflexion, petit côté anti-gay. Donc en tout cas, ouais, c'est très immersif et j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et puis, sur ça aussi, je crois que la question de l'âme et du Nicole, ça reste suffisamment bonne, c'est ça, c'est une question qu'on dit souvent. Et ce que je crois qui est important aussi, c'est que le garçon est certain de l'amour de sa maman parce qu'il se repère à la manière dont elle se comporte avec lui et pas à la manière dont elle parle. Il analyse la parole, mais il s'arrête à ses gestes. N'oublions jamais qu'on juge les gens à leurs actes et non à leurs paroles. Et je trouve que ça c'est extrêmement important, cette relation de confiance qui naît. Alors même que des fois il agace et qu'elle pète un câble comme vous dites souvent, et pourtant il a la garantie qu'elle l'aime et qu'elle le reconnaît comme son enfant. Et je crois que c'est ça qui est bon, avec aussi bien sûr, et ça c'est pour tout le monde, faire mieux que ses propres parents, on l'a effectivement dans ce que tu nous as dit, et on le voit dans le phrase ici, quelque chose. Passer au deuxième chapitre. Chapitre 3. Le Mao porte à vitre. Debout face à la vitrine d'un magasin, je me regarde, observant mon reflet mélangé à l'agitation du monde extérieur. Les couleurs de mes vêtements, les lumières qui scintillent et les passants qui défilent créent une toile de fond animé. Ma peau est foncée, lisse et éclatante, mes cheveux crépus, coupés courts sur le côté avec une légère ondulation sur le dessus. Mes yeux, de couleur marron foncé, sont vifs et expressifs, trahissant une curiosité naturelle pour le monde qui l'entoure. Dans ce moment d'introspection, je perçois non seulement mon apparence, mais aussi une part de mes pensées et de mes émotions. À quel moment ma vie a basculé? Qu'est-ce que j'ai raté? C'est un instant de pause dans ce monde en mouvement. Un moment pour réfléchir à ce que je suis en train de vivre et des leçons que j'en tire. Depuis la discussion amnésique de ma mère, je la titille. Maman, il faut que tu te brosses les dents tous les soirs. Tu vas pour ton enfant ou quoi? Je retire mon sourire mesquin. Ah non, pas du tout. Mais comme j'aime bien quand tu fais des blagues des fois, je prends soin de toi, c'est tout. Je croise les doigts pour qu'elle s'agace et me dise ce qu'elle me cache. Cependant, ma mère est une coriace. Maman, tu sais que tu m'as donné la vie. Et qu'est-ce que tu racontes? Ah ben, je sais pas, au cas où, vu que tu fais des blagues. Elle ne bronche pas. Mais je garde l'espoir de savoir pourquoi elle bégaye autant. Quand je lui parle de mon père Jean-Louis et du cyclisme. Les cyclistes montent en selle, prêts à s'affronter
prêt à affronter les défis de parcours. Le coup de pistolet retentit. Il s'élance avec une énergie fulgurante, comme des flèches décochées vers l'horizon. Le peloton se forme rapidement, chaque coureur trouvant sa place dans ce ballet de vitesse et de stratégie. À travers mon écran, je distingue la respiration rapide de Papadou. Il commence à avoir une crise d'asthme et doit ralentir. Ses poumons peinant à suivre le rythme effréné de la course. Il lève la main pour signaler aux autres coureurs qu'il a besoin de temps, espérant qu'ils respecteront son moment de vulnérabilité. Les collègues cyclistes, bien que chacun d'eux soit concentré sur sa propre performance, jettent un coup d'œil inquiet dans sa direction. L'ambiance de le peloton change immédiatement. Certains ralentissent pour lui laisser un peu d'espace, tandis que d'autres échangent des mots d'encouragement. Papadou, conscient de la compétition, sait qu'il doit trouver un moyen de surmonter ce moment difficile. Il se fraye un chemin sur le bas-côté, prenant la petite bouteille d'inhalateur qu'il garde toujours dans sa poche. Après quelques respirations profondes, il sent la pression de sa poitrine diminuer lentement. Alors qu'il reprend ses esprits, il aperçoit déjà au loin le groupe de tête, composé des coureurs les plus rapides. Frustré mais déterminé, il remet son inhalateur dans sa poche et se remet en selle, s'efforçant de rattraper le peloton. Cela fait partie d'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas compris la démarche de mon père. Il est asthmatique. Je ne comprends pas pourquoi il peut remporter le tour cycliste. Apparemment, l'asthme de Papadou s'est manifesté lorsqu'il avait une vingtaine d'années, à une époque où il se croyait invincible. Je me rappelle encore de ces dimanches, depuis l'année dernière, après qu'il ait eu son élimination pour le tour, où il pédalait et exerçait son cœur et sa respiration à la course. Son asthme était lent, silencieux, mais toujours prêt à ressurgir au moment le plus inopportun. Je le voyais parfois s'arrêter au bord de la route, la main sur sa poitrine, luttant pour retrouver son souffle. Chaque épisode me glaçait le cœur. Pourquoi continuer à s'infliger cette épreuve, à courir le risque de voir ses poumons se rebeller contre lui? Il me rassurait en disant que c'était une question de volonté, que chaque coup de pédale le rapprochait d'un souffle libéré. Mais pour moi, ces mots sonnaient vite face à la réalité de son état. Regarde, Georges, avait-il dit, essoufflé, mais les yeux brillants. La liberté, ce n'est pas de se laisser définir par ses limites. Je l'observais, cette silhouette familière, son visage marqué par les fins. C'était un homme déterminé qui ne pouvait pas être arrêté. L'amour que j'éprouve pour lui est entaché par la peur, un conflit intérieur entre autonomie et ma préoccupation maladive. La vérité, je le réalisais peu à peu. C'était qu'il n'attendait pas de moi de comprendre sa démarche. Peut-être qu'il cherchait juste à montrer qu'il était vivant, que l'asthme ne pouvait pas le réduire à une heure. Dans un monde où d'autres se laissaient submerger par leurs difficultés, il choisissait de pédaler, encore et encore, vers un horizon où il se voyait sûrement libre. J'ai très peu d'idées sur ce qui se passe dans la tête de mon père, mais je choisis d'être là, avec lui. On me regarde, donc c'est à moi. Je suis la même. Cette œuvre a un intérêt particulier, effectivement. C'est le fait qu'il ait choisi un sujet qui est important pour le groupe, mais qui n'est quasiment jamais traité par nos écrivains, et notamment nos grands écrivains. Tous les grands noms de la littérature antillaise n'ont jamais écrit sur le sport, et en particulier le cyclisme. Et pourtant, nous sommes, depuis des décennies, terre de champions. Il y a des générations et des générations de sportifs qui se sont exprimés en Guadeloupe, notamment dans le domaine du cyclisme, avec des événements tels que le Tour de la Guadeloupe, qui est l'événement le plus important organisé dans ce pays.
Donc on se demande pourquoi est-ce que nos écrivains ou nos cinéastes ne s'intéressent pas à ce genre de sujet. Donc ça c'est très bizarre. Et j'ai été tellement heureux lorsque j'ai su que ce roman traitait de cyclistes et de cyclisme, que j'ai effectivement, je me suis dit que je dois être là ce soir. Voilà. En plus, je considère que cet exercice a été particulièrement réussi par notre auteur, parce que il s'agit effectivement d'un drame psychologique pratiquement qui se joue avec des rebondissements inattendus, mais un ancrage dans la société guadeloupéenne. Elle a parlé tout à l'heure de son enfance, de sa famille, et cette expérience transparaît dans le récit. Mais aussi, j'ai remarqué qu'il y avait effectivement, par exemple, des références à la société d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, elle parle de téléphone, le fait que on retransmette les images à la télévision, tout ça montre effectivement une préoccupation de réalité. Et c'est une fiction, mais une fiction ancrée dans le réel et ancrée dans la vie, dans la vraie vie. Et ça, c'est très intéressant également. Elle utilise aussi les arcanes, les bases de notre société dans sa dimension culturelle. Par exemple, l'utilisation des formules traditionnelles très connues, comme Tiendere Pamoli à la page 86, Padon Baïgiribos, ou Chien Baraféchat à la page 92. Tout ça, ce sont des choses qui paraissent normales et que d'autres ne pensent pas. On utilise des formules qui sont censées être soi-disant savantes et on oublie effectivement que notre quotidien, c'est ça justement. Et là où j'ai été interpellé, que j'ai trouvé ça génial, c'est l'utilisation du créole, notamment, elle expliquait quand, dans les familles, quand la maman notamment est fâchée, elle va prendre son créole. C'est mon métier là. C'est mon. Comment tu vas dire? Des choses comme ça. Et ça apparaît, ça transparaît. Et sans traduction. Parce que généralement, lorsque les auteurs utilisent le créole dans leur texte, ils se sentent obligés de mettre en bas de page la traduction. Ça veut dire que je m'adresse à des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas parler créole, qui ne savent pas écrire le créole, qui ne savent pas le lire, et je me sens obligé de faire une traduction. Et non, nous écrivons en créole, et ceux qui veulent comprendre, ils chercheront à savoir, ils chercheront à comprendre. Ils vont prendre un dictionnaire, ils vont traduire. Lorsqu'un anglais écrit pour les Français, il ne va pas traduire forcément. Voyez? Donc, il y a ce complexe de la traduction du créole qui n'apparaît pas dans ce roman, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, et même quelqu'un qui ne comprend pas le créole, il peut comprendre l'histoire. Il va peut-être passer sur les formules, il n'y a pas de souci. Donc, elle a réussi en quelque sorte à marier nos traits, nos fondements culturels avec une ouverture universelle. Voilà. Et félicitations pour ça. Et ça, c'est la patte de la grande écrivaine. Et je pense que nous avons une écrivaine en devenir. Nous avons une future Marescon. Je suis hyper content que ça démarre avec le cyclisme. Merci, merci. Voilà. Pardon, ma Guigos.
Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que je fais de manière un peu progressive. D'abord, là, on arrive sur ce qui relève du secret. Le secret, c'est ce qui crée une obligation de partage dans la famille, ce qui oblige à un effort d'analyse et de compréhension, et ce qui oblige à aller au-delà de ce qui est évident. C'est-à-dire que contrairement au tabou qui interdit toute interprétation sauf à respecter les limites, contrairement à l'interdit qui empêche et qui oblige quelque part à ignorer, à ne pas comprendre, ne pas interpréter, le secret oblige à aller plus loin. Et on voit d'ailleurs comment, pas c'est volontaire ou pas, le comportement du garçon commence à changer. On voit dans la lecture comment il inverse. Maman, mais je te rappelle que c'est quoi qui m'a fait. C'est-à-dire lui rappeler que je respecte la génération. Jusqu'à présent, il ne respectait pas sa mère. Lui, mais maman, c'est toi qui m'a fait. Parce que justement, comme elle a un secret qu'elle détient, il faut qu'il lui rappelle que c'est quelque chose qui crée du bien dans la famille, et c'est quelque chose qui aussi nous oblige à nous modifier, à nous transformer. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je vais faire deux remarques par rapport à ce que tu disais, François, sur la question. C'est vrai que l'intérêt, pourquoi? Parce que vous savez, quand on était jeune, même si on est encore très jeune, il y avait une émission qui s'appelait La tête et les jambes. Depuis tantôt, on a toujours estimé que soit vous êtes intellectuel, soit vous êtes manuel. Soit vous êtes quelqu'un de tel, soit vous êtes manuel. Et je crois que justement, à travers mon ouvrage sur le vélo, j'ai voulu expliquer, faire un travail d'analyse de la population, de la société, à travers le cyclisme. Regardez la relation au travail. On dit toujours tout le monde est en retard. Personne n'est en retard pour regarder une course passer. Alors on est toujours en retard. Donc il y a quand même quelque chose de l'analyse sociale. Que je voulais dire aussi par rapport à cette question. Alors c'est vrai que sur le créole, alors l'analyse que tu fais, le coup qu'elle est donc intéressante, moi j'avais une analyse différente, mais dans un autre cas. C'est-à-dire que nous sommes en train, mon épouse et moi, d'écrire une pièce de théâtre qui s'appelle Journée à la place Gouverne, et ça commence comme ça, parce que vous savez que les magistrats sont souvent hexagonaux, ils ne comprennent pas, ils ne parlent pas le créole, et donc les gens parlent français, mais ils pensent en créole. L'exemple, on est dans une situation de divorce où la dame dit au juge, au magistrat, donc hexagonal, alors, le monsieur commence, dit, moi, je ne sais pas ce que je fais là. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ma femme m'a lâché dans la voiture, dans la route que les voitures puissent m'écraser. Évidemment, si tu ne traduis pas ça, j'espère que ça ne va pas le faire. Bon, alors le juge, il est voiture, vous écrasez, je ne suis pas d'accord. Et la femme lui dit, mais il ne vous dit pas les gens derrière lesquels il court dans la route, parce qu'il lui donne chaîne. Alors, vous voyez, voilà, donc j'ai oublié de traduire, mais pour expliquer aux gens, en fait, que quand tu parles, là, on est sur des questions. Là, c'est le français qui est voilà. Le français, ça, c'est le français européen, d'accord? Et donc, c'est pour ça que c'est, dans d'autres cas, on est obligé de traduire, parce que les gens ne comprennent pas. Même s'ils ont l'impression de comprendre, ils ne comprennent pas. Mais c'est vrai que ce que tu dis sur la question du créole, c'est vrai que c'est aussi, je crois, une sorte comment dire ça, de libre, prendre le parti, de dire, ben c'est comme ça, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, et ben, il faut qu'on va le comprendre, tu vois, on va traduire ça. Tiens, avec le mot. Ça n'a pas de sens. Il y a une question? Non, c'est plus pour réagir sur ce chapitre 3. J'ai beaucoup apprécié notamment comment elle nous décrit comment peut être destructeur l'ego d'une personne, notamment avec le père, donc Calice. On peut voir qu'il sait qu'il se détruit la santé
Cependant, à cause de son fort ego, justement, ce dernier refuse de lâcher prise. Et donc, ce qui laisse son fils dans un désarroi. Et à la fin, on peut voir que ce dernier semble un peu désemparé. Et c'est un mélange entre l'abandon et l'amour. Parce qu'au final, il décide de le soutenir dans ce projet un peu fou. C'est ce que j'ai beaucoup aimé parce qu'on a tous déjà vécu ce moment où on sait qu'une personne fait quelque chose où ça ne va pas le faire, entre guillemets. Mais pourtant, persiste, et du coup, nous, on finit par le soutenir puisque c'est quelqu'un à qui on tient. Donc, j'ai beaucoup aimé cette description et comment on peut le superposer à nos vies. C'est clair, c'est clair. Et alors, ça, je pense que pour l'auteur, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce qu'on en parlera après, mais on parle déjà du problème de la maladie par rapport à ça. C'est la question aussi des limites que l'on se pose et qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Et je crois que justement, c'est ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est alors même qu'on part du principe que ça pourrait être possible, 3 points de suspension. Juste concernant l'asthme, effectivement, là ça m'a rappelé encore un autre coureur guadeloupéen que vous connaissez certainement parce qu'il est plus jeune, Louis Sablon. Louis Sablon est asthmatique. C'est un grand asthmatique. Et pourtant, il a gagné plein de courses en Martinique, en Guyane. Enfin bon, c'est un très très grand champion. Il y a peut-être, il courait encore il y a peut-être 2-3 ans, là il a repris, mais je crois qu'il a été laissé. Donc, il avait été, comment dire, pris donc positif, mais il a pu se défendre parce qu'effectivement, il avait un certificat médical de son médecin l'autorisant à utiliser des corticoïdes. Et justement, dans le livre, j'ai vu que Calix, le médecin de Calix lui avait effectivement prescrit des corticoïdes. Effectivement, c'est un produit qui est interdit sur la liste des produits dopants, mais exceptionnellement, un coureur, pour son traitement, s'il est asthmatique, a le droit effectivement d'être traité au corticoïde. Alors les gens disent, ouais, mais ça lui donne un avantage sur les autres parce qu'effectivement, le corticoïde, c'est un produit qui décuple, notamment au niveau. À quel niveau ça peut jouer? Musculaire ou pulmonaire? C'est pas ça. Pulmonaire. C'est ça. Alors, c'est-à-dire, en fait, 2 choses. On a fait d'ailleurs ce test il y a quelques années. On donne, alors il y a 2 catégories. Les corticoïdes, le traitement de fond pour l'âme, parce que c'est une maladie qui nous parle. Un traitement de fond à base de corticoïdes, matin et soir. Et celle qu'on est plus connue, plus précisément, la ventoline. Un autre corticoïde pour l'action prolongée et l'autre pour l'action rapide. Mais les 2, effectivement, augmentent la capacité pulmonaire. Il faut comprendre que quand vous êtes asthmatique, quand vous êtes en crise, vous n'êtes même pas à 5% de votre capacité générale. On appelle le pic. Donc même quand vous prenez des corticoïdes, quand vous arrivez à 50%, vous n'êtes toujours pas à l'optimum de quelqu'un qui est sensible. Je fais d'ailleurs du vélo avec des amis qui fument comme des pompiers, et pourtant je ne fume pas et j'ai du mal à les fumer. Donc il faut dire que combien là, c'est quand même quelque chose d'assez invalidant. D'autres tests que l'on avait fait, qui étaient, on a fait la comparaison corticoïde versus placebo, c'est-à-dire rien. On a fait quelques prendre de la ventoline en lui faisant souffler, vous savez, ce qu'on appelle le débit expiratoire de pointe. Souffler dans le tube, et plus vous soufflez fort, plus vous allez mieux. Et bien, la personne, avant de prendre le corticoïde, était à 350. On donne du corticoïde, elle monte à 500. En réalité, c'était un placebo, il y avait rien dedans. Mais comme il était persuadé que c'était ça, ça a marché. Vous savez aussi que dans le cyclisme, enfin, je pense que François en parlera mieux que moi,
l'aspect, si vous voulez, de la croyance. Moi, je le vois par rapport à la guerre des troupes haïtiennes vainquant l'armée napoléonienne. Quand vous croyez que ça marche, ça marche. Je peux me permettre un petit commentaire, un dernier commentaire, parce qu'il faut que les autres parlent quand même. Je voulais souligner effectivement l'importance dans le récit de cette relation entre Georges et son père, mais pas le médium de l'art. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, le jeune est un artiste peintre, et ça c'est important à comprendre. Et il peint, il réalise un tableau qui, pour lui, il en est persuadé en tout cas, que le tableau qu'il peint projette en quelque sorte, crée l'avenir de son père. D'accord? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, tu vas peut-être expliquer un petit peu l'idée. En fait, l'art a une grande importance et en fait, à un moment donné, il va s'entraîner avec son papa, mais finalement, bon, il le gêne plus qu'autre chose. Et qu'est-ce qu'il décide pour l'aider? Parce que tu as dit effectivement qu'il veut l'aider, mais pour l'aider, il va lui peindre une fresque qu'il verra lorsqu'il va passer, lorsqu'il va faire le tour. Donc là, il verra la fresque et ça va l'aider à gagner et à réaliser son projet et son but, son objectif. Et donc, pour lui, il est persuadé que l'art crée le futur. Voilà. Je pense que c'est crée le surlendemain. Voilà. L'art crée le surlendemain. Et c'est Georges qui peint le surlendemain de son père. Très bien. Bon, j'avais compris. Oui, mais c'est excellent parce que j'avais peur que le lecteur ne comprenne pas le titre. Et là, le fait que tu l'as compris, je trouve ça génial parce que ça me retire au point de me dire que ça a un sens et que, j'essaie de ne pas spoiler, mais que la scène qui relève le titre, il fait bien son job. Donc voilà, merci d'avoir en fait, le roman que vous avez là, c'est une peinture. J'allais dire justement que. Mais du coup, j'allais dire que moi, je trouve qu'il y a quelque chose de la sémantique du pictural, vraiment dans la manière dont sont dépeints les scènes. Alors, rien qu'au début, du coup, on a l'effet du brouhaha, l'effet de l'enthousiasme, on sait où sont positionnés les gens, on sait où sont les barrières et comme ça. Et même la description qu'il fait de sa maman. Il parle de ses cheveux crépus, il parle de la couleur de sa peau, de la couleur de ses yeux, on est vraiment sur des couleurs. Même la description qu'il fait de lui en face du magasin. Donc pareil, on sent le côté pictural de la chose, on sent vraiment, il parle de ses cheveux ondulés et tout ça. Et du coup, moi pour faire écho au titre, donc le surlendemain et par rapport à ce que vous aviez dit, il faut savoir que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on assiste à plusieurs temporalités. Donc là, c'est vrai qu'on a posé le cadre, on est dans le moment actuel, mais par exemple, les 3 premières pages, on est à aujourd'hui, et à partir de la 4e page, du coup, on retourne dans le passé. Et ça, c'est ça pendant tout le livre, on fait des montres, aujourd'hui, le passé, aujourd'hui, le passé, aujourd'hui, et je trouve que c'est relativement très intéressant. Vraiment, bravo pour ça. Non, mais je permets pas. Je vais à un moment donné la parole à d'autres personnes. Juste pour dire, c'est intéressant le fait qu'elle ait parlé justement de cette affaire-là. Je pense que c'est une ouverture, c'est justement, ça permettra par rapport aux cyclisme. Parce que je ne sais pas s'il y a eu des débats sur justement ce que les cyclistes pouvaient, ce qui pouvait se passer pour eux au niveau justement sécurité asthmatique, les problèmes qu'ils pouvaient avoir, comment, voilà, par rapport à tous les efforts qu'ils faisaient, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu, toute l'année, il y a eu des débats sur ça, des reportages? Ça aurait été très intéressant parce que je pense que c'est une ouverture, vers ça, vers des reportages, des choses précises. Bien sûr. Alors, je crois que, en fait, si vous voulez, on a toujours fait, enfin, quand je travaillais dans le service de psychiatrie, on a mis en place l'atelier du médicament. Quand quelqu'un trouve la personnalité grave,
psychologue m'appelle la folie, pour les choses de manière très claire. Prendre un traitement permet de soulager l'angoisse et d'avoir une vie, entre guillemets, à peu près normale. Et ça, c'est extrêmement important parce que vous voyez, quand je prends mon traitement 2 fois par jour, matin et soir, je prends des corticoïdes 2 fois par jour, 3 fois par semaine, je fais du vélo, 60, 60, 90 km. Donc, quel que soit l'endroit où on va, j'ai aucun problème. Et je crois que ce qu'il faut expliquer, c'est la valeur ajoutée du médicament. C'est-à-dire que quand vous prenez un médicament, ce que ça vous apporte, pas la concept que ça vous donne, c'est la valeur ajoutée que ça vous apporte. Et on voit bien que dans l'ouvrage, alors, on anticipe un peu par rapport à feedback, mais il y a bien quelque chose à la limite. C'est-à-dire, on part du principe que je vais compter sur mes propres limites et je vais y arriver. En réalité, ce n'est pas possible. C'est pas possible parce que, vous voyez, dans mon ouvrage sur le cyclisme, j'explique que personne n'a jamais gagné seul. Donc il faut premièrement accepter l'aide, et le médicament, c'est une aide technique. C'est quelque chose qui nous permet justement d'aller mieux et d'aller plus loin. C'est pas, il y a des sports interdits, des sports coupables, c'est ce que l'on disait avant. Aujourd'hui, il n'y a aucun sport interdit. Et tout à l'heure, on parlait de la maladie de Parkinson. Faire du vélo permet, d'appartement, on peut mettre sur la route, permet de réduire l'effet de la maladie. Pourquoi? Parce que dans la maladie de Parkinson, le cerveau donne de l'influx nerveux, d'accord, à coup par saccade. Le fait de faire du vélo fait fonctionner le cerveau. Comme on pédale tout le temps, le cerveau sait qu'il doit toujours donner des impulsions pour que les gens puissent fonctionner. Et bien, le cerveau va se conditionner grâce au cyclisme à fonctionner autrement, en plus des médicaments. Donc, autrement dit, on est vraiment, si vous voulez, dans cette idée de l'apport du médicament. Alors, malheureusement, il n'y a pas suffisamment. Alors, il y a quelques travaux d'André Atala sur ces questions, par rapport à l'hypertension, par rapport au diabète, par rapport à un certain nombre de choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on insiste sur le fait que c'est la manière dont on va s'organiser qui fait qu'on pourra progresser et que rien n'est interdit, justement. Quand on pose, c'est pour ça que je parlais du secret plutôt que de l'interdit. L'interdit nous bloque le fait et nous empêche d'avancer. Et on voit que justement, sans aller non plus trop vite, le garçon, lui, avance. Voilà. Concernant effectivement cette affaire de tableau et d'art, je crois qu'effectivement c'est ce qui transparaît à travers cette façon effectivement de traiter l'intrigue, c'est le côté artistique, je pense, c'est le cinéaste, c'est l'artiste, et c'est ce qui transparaît. Et justement, à la page 32, il y a la description d'une œuvre d'art, et je crois que Ramos va nous en lire un petit peu. Parfois, l'art peut être un excellent moyen de communiquer ce que les mots ne parviennent pas à exprimer. Je représente une scène dynamique de cyclistes en pleine course, avec des mouvements flous pour illustrer la vitesse en jouant avec des couleurs vives pour donner l'énergie à la composition. Au premier plan, on voit un groupe de cyclistes dans une course effrénée, leur visage marqué par l'effort et la détermination. Leurs maillots portent des couleurs des équipes, chaque représentant d'une nation ou une marque, avec les logos distincts. Les roues des vélos tournent à une vitesse vertigineuse, créant un flou artistique qui accentue le mouvement. Les cyclistes sont positionnés de manière à la fois la compétition et à la camaraderie. Certains se tirant mutuellement et d'autres luttant pour prendre la tête. L'arrière-plan révèle un magnifique paysage, des collines ondulantes, des champs de fleurs sauvages et, au loin, des montagnes majestueuses. Le ciel est parsemé de nuages cotonneux, illuminés par le soleil, créant une atmosphère de joie et d'optimisme. On peut apercevoir des spectateurs sur le bord de la route, agitant des drapeaux et encourageant les couleurs, ce qui témoigne de l'esprit communautaire du cyclisme. C'est dans une
plusieurs reprises. Si je peux en rajouter un mot, vraiment toutes les félicitations. Parce que là-dedans, c'est extraordinaire parce qu'en fait, si vous prenez un cycliste, peut-être que vous avez connu Olivier Gaudia, quand vous les regardez, ils avaient un style sur leur vélo. Et ça, c'est artistique. Je me rappelle de Gaudia, il avait une façon de pédaler et de grimper. Et quand vous regardez ça, pour moi, c'est un tableau parce que c'est beau. Voilà. Et par ailleurs, personne ne regarde vous cyclistes dans la tristesse. Parce qu'en fait, quand on regarde, on a le suspense de savoir quand ils vont. Voilà. Et est-ce que courir est là? Et ça, c'est important. Et là, ce que je retrouve, c'est que là-dedans, c'est si bien écrit, si bien fait, entre l'effort, le suspense, c'est tellement bien dit que c'est comme si on était dans la course. Moi, je suis déjà projeté dans la course. Voilà, parce que je ressens, c'est pas dit, mais il y a la technique de course, comment courir en équipe quand on dit, quand on comprend les autres qui ralentissent, les autres qui regardent, et déjà, donc, on est dans une compétition. Et ça, par contre, ça c'est important, et pour un petit peu faire le paradoxe entre le côté populaire de l'époque où le tout de la Guadeloupe, comme tu l'as dit si bien, François, c'est l'événement majeur. Mais malheureusement, pour certains, cyclistes le disent, c'était un groupe hyper-intellectuel, voilà, c'est ça. Voilà, et pourtant, là, je ressens dans ce livre la maturité, l'effort qui est fait de dire que non seulement c'est un sport, mais il y a des vertus. Effectivement, elle a tourné d'une certaine manière la façon de la vie des choses, que les cyclistes ont l'impression que c'est un balai. C'est ça. On est en train de machiner, c'est sérieux. Ils sont en train de faire un balai, ils sont en train de. C'est bien. Vous avez lu, vous n'avez pas encore lu? Non, je ne l'ai pas lu, mais à la page 23, écoutez-le. Dans ce sport, le cyclisme, chaque instant était une danse délicate entre force, endurance et stratégie. Ah, tout est dit. Donc il y a une forme de, pas tendresse, mais c'est un peu rude. Mais en même temps, il y a une forme de tendresse, ça adoucit les. Voilà. On a une autre vue du cyclisme. Ouais, mais du coup, j'allais dire, en fait, c'est ça. Dans son livre, en fait, elle dépeint pas le cyclisme de la manière brute qu'on a tendance à le voir. C'est pas juste un sport. Là, on a vraiment le cycliste, l'histoire du cycliste, le côté humain du cyclisme, la relation avec la famille, la relation avec les pathologies de manière générale, et puis le médicament, et puis le rapport à l'autre. Surtout le rapport familial, le grand-père qui est un peu le fond esthétique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc le grand-père un peu ronchon, la maman super attentionnée, le papa qui est obsédé par cette idée finalement de je vais gagner, mais je suis asthmatique. Donc voilà. En fait, elle amène les gens à avoir un autre regard sur le cyclisme, sur l'image qu'on a, effectivement. On voit les gens des niveaux de donc c'est un autre regard maintenant que ça amène. Les gens, et en écoutant, on se pose des questions. On a dit ça, on se pose des questions. Voilà, ça nous amène vers notre. Et un regard positif, valorisateur, un regard tendre et un regard valorisateur. Voilà, tout à fait. Et juste un mot, pour moi, là-dedans, je ressens l'élégance à tous les niveaux. Voilà, donc, et ça, je trouve ça fantastique parce que le mot élégant, là-dedans, il y a c'est ça, oui, malgré l'effort, on est dans l'élégance, on est dans la beauté aussi. Malgré pour une famille, voilà. Il y a une forme de. C'est ça. Voilà. Finalement, après avoir répondu à toutes nos questions, le médecin envoie papa avec un plan d'action et des prescriptions de médicaments si nécessaire. N'oublie pas, l'important c'est de rester à l'écoute de ton corps.
Cette recommandation m'a fait bien rigoler, sachant que papa n'écoute même pas sa famille. Alors j'ai du mal à le voir écouter son corps. Le médecin souligne également l'importance de toujours avoir son inhalateur à la portée de main pendant le tour et de prendre des précautions, comme s'échauffer correctement avant de commencer l'effort physique. Nous repartons avec des recommandations claires et un plan d'action pour s'assurer qu'il puisse participer à son tour cycliste en toute sécurité. En retournant chez grand-père Jean-Louis, papa Claude ressent une certaine excitation à l'idée de participer au tour cycliste. Cependant, il sait que grand-père ne va pas tarder à exprimer ses réserves. Jean-Louis, assis confortablement dans son vieux fauteuil en cuir, regarde son fils avec une expression mêlant rage et dégoût. Ou pas bien des répétés, il marque une pause. Pas fait qu'on s'en va aller loin. Papa a à peine eu le temps d'ouvrir la bouche pour lui répondre que Jean-Louis quitte la pièce. Maman arrive discrètement derrière nous avec une voix empreinte de frustration mais aussi de tristesse. Elle se tourne vers papa. Tu sais qu'Alix, ça fait trop longtemps que je me sens seule dans cette maison. J'ai l'impression de porter tout le poids de notre vie de couple et des responsabilités. Et toi, tu sens distant, perdu dans tes pensées ou tes projets. Je ne comprends pas pourquoi nous en sommes arrivés. Ce n'est pas ce que j'attends de toi, que tu sois constamment présent, mais un peu plus de partage, de complicité, ça nous ferait du bien. Je sais que c'est une discussion qu'ils doivent avoir en privé, cependant, je profite du fait qu'il m'ait oublié pour écouter ceux qui ne me regardent pas. Ou peut-être si. Elle marque une pause. Le regard inquiet avant de continuer. Je veux retrouver cette connexion qu'on avait. Je ne veux pas que notre amour se transforme en routine, en cette cohabitation. Qu'est-ce qui se passe, Alix? Les yeux de maman se perdent dans le vide. Son esprit tourbillonnant d'un mélange d'angoisse et de curiosité. Chaque pensée semble peser une tonne. Comme si le fait de parler pouvait faire éclater en 1000 morceaux le fragile équilibre qu'elle tentait de maintenir. Elle sait qu'au fond d'elle, il y a des vérités qu'elle redoute, des souvenirs qu'elle a longtemps enfouis sur des couches de lit. Elle prend une profonde inspiration, mais le souffle lui manque. Peut-être est-ce le moment de se libérer de ce fardeau, de briser les chaînes qui l'entravent. Mon intérêt pour cette discussion s'agrandit. Mais comment expliquer l'indicible? Comment mettre des mots sur une douleur qui se dérobe au langage? Ce qu'elle ressent n'a ni forme ni contour, une ombre persistante qui hantera ses joues. On ressent par sa voix que maman Kenneth se remémore les éclats de rire auxquels elle a renoncé et les promesses murmurées dans l'obscurité à cause de ce maudit objectif qu'il s'est imaginé. Chaque souvenir est un rappel de ce qu'elle a perdu ou qu'elle a peur de perdre encore. Alors elle se tourne vers celui qui l'observe, espérant y lire une compréhension, une acceptation, avant de choisir de s'ouvrir ou de se refermer comme une fleur au crépuscule. Tu sais, finit-elle par murmurer, j'ai appris grâce à notre mariage que ce déni est une manière de protéger notre cœur des vérités que nous ne sommes pas prêts à affronter. J'examine maman Kenneth du regard. Pour réagir à ce chapitre-là, moi j'aurais dit que c'est vraiment le chapitre où on nous dépeint vraiment un foyer antillais. C'est-à-dire que la grande et Calix le sait, parce que lui-même il dit, je laisse tomber, Georges, pardon, Calix c'est le papa. Georges il le dit que son oreille n'a rien à faire dans la conversation, mais il écoute quand même parce que peut-être qu'il y aura un élément qui va lui expliquer les agissements justement dans sa famille. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup ancré chez nous, dans nos foyers antillais. Il y a beaucoup cet aspect de les adultes font un peu les secrets entre eux et puis les enfants sont un peu mis à part. Donc, je ne vais pas spoiler la suite. Mais je trouve que tu détends bien justement ce qui est un foyer antillais, les tableaux qui y résident et les non-dits finalement. Ce qui est bien,
c'est accessible à tout le monde. C'est accessible aux petits. C'est comme si on leur raconte une histoire, et c'est accessible à une personne plus âgée. Sans problème. Il n'y a pas de difficulté. C'est la question que j'allais vous poser en fait. La grammaire qui est utilisée, Oui, quel oui, public tout à peut fait. être utilisé? C'est comme si là, on va raconter une histoire à une petite s'endormir. Parce que c'est important parce que quelquefois je lis des livres, mais il me faut lire une phrase ou 4 fois. Et là, je sens une beauté dans les mots et c'est une mélodie en fait. C'est comme de la musique. C'est pour ça que je voulais savoir en fait quelle a été votre inspiration. En fait. Oui. En fait, moi, je ne me suis pas rendu compte de ça. C'est vraiment l'exception qui m'a fait avoir. Parce que j'ai commencé à lire le livre et justement, c'est l'une des premières remarques qu'ils m'ont faites. Moi, je ne me suis pas rendu compte de ça. J'avoue que je me suis plus focalisée sur comment j'avais envie de le raconter, mais sans vraiment penser au lecteur. Je pense que peut-être vers la fin, vous me direz, parce que là, vers la fin, il commence à avoir un peu plus de conflits. Donc, j'avais un peu peur d'utiliser certains termes, ou même que la réaction des personnages soit inappropriée. Donc, c'est peut-être plus vers la fin, dans les scènes de conflit, c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais je suis contente de savoir que tout âge peut lire le livre. Et j'ai hâte de voir ce que petit garçon va comprendre du livre, parce que peut-être qu'il ne le comprendra pas de la même manière que nous tous. Donc, voilà pour moi. Je pense que selon la façon dont, justement, je suis en train de dire, il y a le ton, il y a le son, la façon dont ça entraîne. Donc, le petit, il va le mettre s'endormir. Je peux te poser une question. Pourquoi le choix du tour 2001? Pourquoi le choix du tour 2001? Est-ce que c'est juste comme ça par hasard ou est-ce que tu as réfléchi à... Il y avait quelque chose en 2001? Il y avait? Est-ce qu'il y avait, il y avait quelque chose en 2001? Non, pas du tout. Je te demande. Non, c'est pas une question piège, hein, c'est juste pour savoir pourquoi tu as choisi pourquoi est-ce que le problème avec Jean-Louis s'est posé au tour 2001. Alors... Précisément, voilà. Est-ce que c'est un hasard comme ça, tu as pris un chiffre? Je pense que je l'ai choisi parce que je crois que j'ai dû chercher une chute. Je t'embarrasse pas là. Je crois qu'à l'époque où j'ai écrit le livre, j'ai dû rechercher un événement spécial et que ça devait tomber en 2001. Je crois. D'accord. Bon. Alors, non, mais parce que moi, curieux comme je suis, moi j'ai été voir, hein, parce que effectivement, la maman, Nathalie, tu dis qu'elle a consulté les moteurs de recherche, et elle a été voir autour de 2001. Donc moi aussi, j'ai fait la même chose. Non pas que j'ai pas trouvé Jean-Louis comme j'ai pas trouvé Jean-Louis comme coureur. Non, simplement, je veux dire par là, c'était pour attirer l'attention sur un problème. Effectivement, elle dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, elle ancre son récit dans la société d'aujourd'hui, donc réseaux sociaux, téléphones portables, Internet, moteur de recherche, retransmission de la course, etc. Super. Mais justement, j'ai été voir sur les moteurs de recherche pour 2001. Bon, déjà, j'ai constaté que ce tour avait été gagné par un Vénézuélien. Les trois premiers, c'est Bernal qui fait troisième, donc colombien, et le deuxième, c'est donc deux Vénézuéliens aux deux premières places et un Colombien à la troisième place. Bon, il y a un Hernan dans le je me suis dit peut-être que Hernan, bon, Bernal, peut-être que, bon, bref. Non, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas trouvé grand-chose, voilà, c'est ça. Quand j'ai été sur Tour 2001, Tour de la Guadeloupe 2001,
il y a juste quelques informations sur le classement général. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Mais il n'y a rien sur les étapes, il n'y a rien sur les coureurs qui ont participé, la liste des coureurs, quels sont les... Il n'y a évidemment aucune photo. Parce que, effectivement, Nathalie a trouvé des photos, elle a trouvé sur Internet et elle a dit voilà le coureur en question. Donc tout ça, c'est l'imaginaire de l'auteur qui a fonctionné. Mais dans la réalité, il n'y a rien. Et c'est un des coureurs. Tout à l'heure, je disais, nos grands écrivains ne se sont pas intéressés au sport et surtout pas au sport cycliste. Pour ça, c'est déjà une première chose. Mais nos journalistes et nos historiens, je me mets dedans, non plus ne font pas leur travail. Sur Internet, il y a très peu de choses sur le sport guadeloupéen. Si vous voulez, je ne sais pas, l'athlétisme guadeloupéen dans les années 70, vous tapez sur Internet, vous ne trouvez rien. Le football en Guadeloupe dans les années 50, vous allez sur Internet, il n'y a rien. C'est gravissime. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous n'avons pas de banque de données fiable et je dirais sur la Guadeloupe et sur... Parce que maintenant, tout passe par Internet. Tout est sur Internet. Quelqu'un qui veut s'informer sur la Guadeloupe, machin, il va sur Internet, il cherche. Mais si personne ne rentre rien, les gens vont les trouver. Donc si quelqu'un au bout du monde veut avoir des informations sur le Tour de la Guadeloupe 2001, il va presque rien trouver. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et en fait, il va trouver quelque chose dans le livre de voilà. Il y a ça que je fais appel à ma mémoire, justement, parce que je crois que j'étais encore trésorier du comité. Je crois que c'est l'année où on se posait la question, faut-il inviter les Sud-Américains à participer à la compétition? C'est à cette année-là qu'on commençait à évoquer réellement le problème du dopage. Et je crois comprendre même que cette année-là, il était même question d'arrêter le tout et de délaisser les coureurs sud-américains à la compétition. Mais tu vois, tout ça n'est pas sur Internet. Donc en fait, si la presse n'en parle pas, s'il n'y a pas des échos de ce que tu viens de dire dans la presse, ben ça c'est perdu pour toujours et les générations futures ne le sauront pas. C'était Fred Ballot qui était président. Qui était président à l'époque. En fait, il y avait une pression de la population parce que c'était vraiment des années-lumière par rapport à nos coureurs et on se disait que ces coureurs-là finalement sont votés et que finalement il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout, donc c'est inadmissible. Voilà. En fait, l'œuvre d'Hélène pose ce problème-là aussi. D'où l'importance de ce que tu fais, du travail que tu fais, et je t'encourage à continuer. Et il y a une dernière chose que je voulais dire, excusez-moi de monopoliser la parole. Comme nous avons terminé, Jean-Louis, qui est le méchant de l'histoire, mais qui m'est sympathique, pourquoi? Qui m'est devenu finalement sympathique à la fin. Pourquoi? Parce que il s'est révélé collectionneur. D'accord? Et il a laissé un journal. Il a laissé un journal. Et ce journal révèle effectivement plein de choses de son passé, etc. Et je disais que, mais tiens, mais ça va être le sujet du roman futur. C'est-à-dire la suite du roman, ça va être la découverte de tout ce que Jean-Louis a laissé, tout ce que Jean-Louis raconte dans son journal, parce que ce monsieur, effectivement, c'est quelqu'un qui n'engendre pas la sympathie et tout, mais qui a peut-être un secret à révéler, des choses à dire, et nous allons certainement en savoir plus sur le deuxième roman. Voilà. Cela révèle aussi quelque chose qui n'a pas été mentionné jusqu'à maintenant, mais c'est la traduction de l'amour les uns pour les autres, manifesté de façon différente. Le père, dans sa conviction qu'il
va y arriver, il le fait pour venger son père, donc c'est par amour, même si Papy Jean-Louis est un peu rustre. Mais la façon de fonctionner de Papy Jean-Louis, c'est aussi préserver son fils de ce qu'il a connu. Le fils, dans son impertinence, il est impertinent, c'est vrai, mais il retient tout ce que le médecin dit à son père, toutes les prescriptions qu'on fait à son père, et il y veille. Et puis la femme qui est derrière, qui ne comprend pas tout, qui se sent délaissée, qui sent que sa famille part en vrille, mais qui est quand même là pour tout le monde. Et c'est un peu le résumé des familles antillaises, en fait. Quel que soit le sport, je pense, là, je vais traiter du cyclisme, mais ça peut être du football, ça peut être de la course à pied. Derrière la dévotion d'un homme, il y a toute sa famille avec des réactions diverses et variées, avec lesquelles il faut qu'on s'adapte. Il faut que cet homme-là s'adapte à la réaction de sa femme, à la réaction de son fils, à la réaction de ses parents, et épuiser son énergie, même si quelquefois cela vient dans une friction. Et je pense que nos sportifs, aujourd'hui, ne parlent pas forcément de cette partie, puisque c'est une partie assez intime, où ils ne le comprennent peut-être même pas. Et pourtant, la force de se lever un matin et d'aller faire 150 km petit canal ou petit canal Basse-Terre, il faut bien la puiser quelque part. Pour aller faire un marathon, il faut bien puiser cette force-là quelque part. Et quelquefois, notre force physique, la force physique de l'athlète, n'est pas suffisante. Parce que s'il se réveille le matin et prépare ses affaires seul et il y va, et qu'il n'y a pas le allez, Calix derrière, c'est plus laborieux. Et c'est vrai que cette partie du livre-là, moi, m'intéresse et m'a beaucoup touchée, c'est de voir cette dévotion d'une famille entière derrière un homme. Même si effectivement ces manifestations d'amour ne sont pas forcément ce qu'il attend lui ou ce qu'il comprend, mais en tout cas elles sont toutes là et elles sont bien réelles. Parce qu'on dit on a du mal à dire je t'aime, on a du mal à dire ben allez vas-y, mais dans tous les gestes et dans toutes les paroles ou même les petites brimades, ça transpire l'amour, à mon avis. Alors, j'ai aussi, tout à l'heure j'ai évoqué la notion du secret. Et je crois que là on voit s'exprimer, on voit s'exprimer ce secret. D'abord, c'est une parole entre adultes qui interdit la présence des enfants. Deuxième élément, on voit que ce garçon va justement modifier son comportement pour essayer de découvrir quel se cache derrière ce secret. Premièrement, il écoute aux portes. Écouter aux portes, c'est vouloir connaître, vouloir savoir, c'est développer. Les capacités intellectuelles se développent à ce moment-là parce qu'on a envie de savoir, on a envie de connaître. Comme ça que l'enfant travaille et apprend, parce qu'il a envie de connaître, parce qu'il y a un secret qu'il a envie de connaître. Il change de comportement, effectivement. C'est là qu'il a une relation d'amour avec sa famille, parce qu'il comprend que le grand-père est peut-être grécheux, mais il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à dire, qu'il n'arrive pas à exprimer. Et lui, il met des mots en lieu et place de son grand-père. Pareil, il entend sa maman se plaindre à une amie, alors ça aussi, évidemment, c'est évident, alors c'est la question, je dirais, le drame, entre guillemets, d'une femme, pas seulement européenne, qui est finalement, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et j'ai tellement de charges qui sont sur mon dos que je ne peux pas partir comme ça, je ne peux pas tout lâcher. L'homme s'en va, il va voir donc ailleurs, j'attends quand elle s'en va, elle laisse aussi les enfants, parce que cette charge, elle est quand même sur mon dos. Contrairement à ce qu'on veut dire, je sais qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux pères pour les mamans, pour les vieux, machin. Mais non, la charge reporte toujours sur la mère. Et on entend bien comment il écoute le port, il entend la maman se plaindre, mais en même temps, elle a la charge de cette famille. Donc elle ne peut pas partir. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, justement, découvrir le secret, c'est découvrir comment fonctionne la famille et la société à travers ce bébé. Il faut avoir cette envie. Et l'envie, elle est justement du fait quelque chose à découvrir. Quand il arrive à découvrir, vous savez, regardez dans une relation amoureuse. Moi, j'ai cette expression qui dit marchandise, on fait baler. Quand vous arrivez tout où on voit tout, il n'y a plus rien à voir. Alors que quand il y a effectivement quelque chose à découvrir,
découvrir, on va essayer d'aller plus loin. Ben, c'est comme ça justement, cette notion du secret qui fait que ça pousse ce garçon à vouloir aller plus loin et à développer ses capacités d'amour. Il est plus centré sur une voiture télécommandée, ah, je ne suis pas heureux du monde, non, non, non. J'existe avec les autres et je suis obligé de partager avec eux. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, grâce à ce secret, justement, qui a voulu découvrir comment il change le comportement. Alors, Nelly, nous allons presque clôturer cette soirée. Mais moi, j'aimerais que tu nous donnes ton sentiment. Ton sentiment sur tout ce qui s'est passé ce soir, d'accord? Et sur la fin du livre. Parce qu'on n'y est pas du coup à la fin du livre, sur le message final de ton livre et tout ce qu'on a développé ce soir, quel parallèle toi tu fais? Alors, déjà, merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Et par rapport à la question sur la... Parce que oui, non, mais je ne peux pas dire la fin du coup. Je suis vraiment contente d'avoir écrit cette histoire. Je trouve aussi que vous avez... Enfin, j'ai découvert des choses sur moi-même à travers vous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère... Enfin, je vais prendre l'exemple de Ramos, du coup. Donc, il a lu l'histoire ce soir, mais en fait, il a découvert le livre il y a peut-être 2 jours. Il y a peut-être 2 jours. Et en fait, il m'a expliqué que le livre a été un coup de boost pour lui et que ça lui a permis de voir certaines choses d'une certaine manière. Donc j'espère que les personnes qui vont lire ce livre auront aussi cette impression. J'espère que ça aura un effet positif sur vous. Et j'espère aussi que ça va vous laisser bouche bée. Voilà. Là pour moi. Je dois vous dire merci parce que sans peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais pour moi vous avez déjà écrit un film. Ah oui. Et voilà, et à projeter pratiquement dans pratiquement toutes les écoles de cyclisme de la Guadeloupe. Pourquoi? Parce que je pense que ça permettra certainement cette histoire, cette force, cet amour, de comprendre en fait quand on s'intéresse au cyclisme, il n'y a pas que l'effort physique. Il y a cette beauté, comme vous l'expliquez, il y a cet amour, il y a cette incompréhension, il y a cette découverte. Et le plus souvent, ce n'est pas ça parce qu'en fait, moi je regarde un petit peu ce qui se passe, on met de l'argent, il n'y a pas fait Moulini, et quand il n'y a pas d'argent, il n'y a plus de club, il n'y a plus rien. Et là, je trouve que cet ouvrage, c'est une façon de nous cimenter. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je dirais pas seulement dans les écoles de cyclisme. Moi, je dirais école générale. Ce qui se passe pour cet ouvrage, je trouve justement, ça l'a agrandi. Tous les problèmes de famille, quand on regarde l'évolution, il a grandi dans sa tête. Je pense que tu dois mettre la César qui va grandir. C'est comme ça qu'on grandit dans. Tu parles de Georges ou de Calis? Georges, le fils? Oui, le fils, justement. Je pense qu'il est en train de grandir, il faut qu'il se rende compte, justement, parce qu'il va beaucoup plus loin, il est obligé d'analyser même le comportement de ses parents. Donc ça, en analysant automatiquement après, il grandit. Je te remercie. Est-ce que vous avez des commentaires à faire? Non. Voilà. Est-ce que d'autres personnes du public veulent s'exprimer? Oui, on va s'exprimer, mais comme Joanne avait déjà annoncé la clôture, on va pas relancer le débat, Nelly. Donc, je pense que ce soir, merci à vous tous d'être là, merci. Donc, les initiatives culturelles est un espace ouvert à tout artiste, à tout auteur que la ville de Lunarou a mis en place depuis octobre 2024. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour, nous recevons beaucoup d'auteurs sur le territoire. Donc, c'est à se dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'exprimer soit leurs rêves, ou
ou encore, parce que nous avons reçu énormément de personnes qui ont parlé de leurs relations difficiles et de leur maladie aussi, puisque Mme Gavita Béatrice, qu'on a reçue, qui a lancé les initiatives culturelles, a parlé de sa maladie anorexique. Et puis ensuite, jusqu'à ce jour, on reçoit beaucoup d'auteurs. Donc certainement, ça a été prié pour les auteurs. J'espère qu'un jour, on recevra quelqu'un d'autre dans un autre domaine. Notamment, pour la fête de la musique, on devait recevoir une jeune fille qui est dans le R&B, qui est sous Bémao, pas le R&B, sur une musique urbaine. Et donc, elle est malade, donc cela ne peut se faire. Et Nelly a eu cette chance d'être venue à l'Excelsior et de pouvoir la remplacer ce jour. Et puis, d'assister aussi. Donc, merci à vous tous. Donc, c'est une fois par mois. Pendant les vacances, il n'y aura pas d'initiative culturelle. On va reprendre en octobre. Et déjà, j'ai déjà notre auteur, Bémaossien. Donc, qui va démarrer en octobre. On va démarrer le 3 octobre. Donc, rendez-vous le 3 octobre pour les initiatives culturelles. Mais sinon, je vous donne rendez-vous demain, et la direction de l'animation culturelle vous donne rendez-vous demain à 19h sur la place Chidéry Trinqueur pour qu'on puisse partir au clair de lune, marcher, compter, lire, chanter, poète, lire des poésies, se laisser vivre à travers les bois sur le littoral de Bémao. Donc rendez-vous demain à 19h sur la place Chidéry Trinqueur pour notre prochaine action. Donc je continue à présenter le programme de la direction des affaires culturelles, puisque je suis Marie-France Goram, chargée de l'animation et de la valorisation du patrimoine au sein de cette direction qui se trouve ici même. Et le 21, vous êtes tous invités à la fête de la musique, où nous avons chaque année une balade musicale avec différents styles, du jazz avec René Théophile, jazz begin avec René Théophile, du gospel avec thérapie gospel et bien d'autres groupes que vous allez découvrir. Donc cette balade se fait à la rue de la République. Le rendez-vous c'est à 19h aussi. Et ceux qui veulent emmener leurs enfants dans de la musique urbaine, justement, il y a Music Day avec la partie jeunesse, qu'on n'oublie pas, qui se fait sur la place de la Réconciliation à Belcourt, juste derrière. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt ici. Et si vous n'avez pas encore mis vos coordonnées sur la petite feuille, je vous prie de le mettre afin qu'on vous donne toutes ces informations par WhatsApp. Merci à M. Lucier. Merci à M. Monfred qui m'a suivi dans cette aventure de folie. Merci beaucoup, M. Lucier aussi. Merci à l'Excelsior. L'Excelsior, le plus ancien des clubs cyclistes de la Guadeloupe, qui a fêté ses 80 ans le 5 mars. Culturel et sportif, et je vous souhaite une bonne soirée. Et Nelly vous reçoit, le traiteur est là, donc on va discuter de vélo et autre chose autour d'une collation offerte par Nelly. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Merci à Cody, jeune tambouillé, Bémaossien. Voilà, jeune tambouillé Bémaossien. Et qui a un talent fou. Là, il s'est exprimé un tout petit peu. Merci Cody, merci à Ramos. Et puis, merci à Joanne et merci. Bonne mood, Nelly. Merci Mambo. 80 ans, le plus ancien club cycliste guadeloupéen en activité. D'accord? Ça on précise parce que le plus ancien club cycliste guadeloupéen est né en janvier 1899 et ça a été la première association sportive de la Guadeloupe, ça a été un club cycliste. En janvier 1899, cette association s'appelait la Pédale et elle est née à Pointe-à-Pitre. Donc le cyclisme a été finalement le premier sport organisé en Guadeloupe. Voilà. Je vous passe juste Ilan qui a un message important à vous faire passer. Oui, donc effectivement, j'ai oublié de vous l'annoncer. Donc sur la table, vous allez retrouver des QR codes et en fait, mon deuxième livre est déjà, j'ai trouvé une maison d'édition. Donc c'est une dystopie où une jeune femme qui rêve
de l'homme idéal, mais en même temps qui se lie à la cause des femmes, veut se faire une ovarectomie pour protester contre une loi qui est sortie sur laquelle les femmes doivent faire au moins 3 enfants. Donc elle veut protester pour être un symbole mondial, et puis une fois elle va rencontrer l'homme de sa vie, donc elle sera face à un dilemme, soit aller vers le bonheur personnel, soit le bonheur professionnel, être connu internationalement. Donc merci à vous, je serai sur le côté pour toutes les personnes qui souhaitent avoir le livre et qui ont encore son plaisir pour le deuxième livre. Je vous remercie, merci beaucoup.